Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct ici du Cube à Issy-les-Moulineaux dans une nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors c'est une émission très spéciale puisqu'elle s'intègre dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs organisé aujourd'hui le 5 mai 2021. Je précise l'horaire parce que évidemment cette émission vous la regardez soit en direct, soit complètement quand vous voulez. Donc bienvenue à vous. Vous nous regardez en vidéo sur la plateforme où vous êtes ou vous nous écoutez ou vous nous regardez avec vos oreilles sur n'importe quelle plateforme de podcast, et vous avez bien raison. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission. Je ne vous le présente pas, mais quand même, Nils Aziosmanov, bien sûr, le partenaire de tous les défis du Rendez-vous des Futurs. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Cette émission est coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et ce format est donc particulièrement particulier. Nous allons aborder différents mots-clés. Là, je les pose là comme ça sur la table et puis après, on va tout doucement les détricoter. On va parler de créativité, bien sûr. On va parler de nudge, on va parler de comportement. On va parler de levier d'action, levier d'engagement. On va parler, nous questionnerons évidemment le sujet de la créativité. Et tout ça, nous le ferons avec nos deux invités. Alors, je vous présente Isabelle Capron-Piozzo. Vous êtes en direct. Bonjour. Vous êtes en visio, pardon. Bonjour. Bonjour. Nous vous entendons bien et c'est parfait. Alors, moi, pour les présentations, je suis partisan de la simplicité, bien sûr. Du coup, vous avez bien fait, vous êtes sur Twitter, c'est beaucoup plus facile pour présenter quelqu'un. Vous avez une mini-bio Twitter, je présente la mini-bio Twitter. Voilà, en gros, je vous explique comment je fais. Vous êtes responsable R&D HEP VS, management de la créativité et de l'innovation, leadership transformationnel, management orienté humain. Et ce qui est bien avec ces mini-bios, c'est que réellement, tout est dit. Enfin, il y a les grands mots-clés du moment, parce que cette mini-bio, ce ne sera peut-être pas la mini-bio que vous mettrez dans un an, mais voilà, ça c'est dit. Étienne Bressou, bonjour Étienne. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, vous êtes TEDx speaker. Alors après, il y a toute une série de hashtags, évidemment. C'est aussi ça, à l'oral, c'est moins fun, les bio Twitter. Behavioral, puis après, il faut avoir de l'accent quand c'est en anglais. Science, Nudge, éducation, Deputy CEO BVA Nudge, groupe BVA, Nudge France, DAD. Ça, j'ai compris. Une question pour démarrer, je vous la pose, Isabelle Capron-Piozzo. Une question vraiment toute naïve, mais déjà c'est mon truc. Et puis je reprends un item d'André Braic, du regretté André Braic. Lui, toute sa vie, il a voulu pouvoir expliquer ce qu'il faisait au quotidien. C'était le système solaire, c'était Saturne, à un enfant de 7 ans. Donc moi, je vous pose exactement tout pareil. Je suis un enfant de 7 ans. Dis Isabelle, c'est quoi la créativité? De quoi on parle? Alors, la créativité, hein, c'est, je dirais, la capacité à formuler, à dire, à exprimer le plus d'idées possible, si je devais l'expliquer justement à un enfant. Étienne Bressou, la créativité, c'est quoi? La créativité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est sortir de la boîte, sortir du cube, on va dire aujourd'hui pour faire plaisir à Nils. Tout en y restant un peu pour lui faire plaisir aussi. Tout en y restant un petit peu, mais c'est s'autoriser à aller au-delà de ce qu'on vous impose. Nils Aziosmanov, donc président du Cube, effectivement, je le rappelle. À vous. Alors, bonjour à tous les deux, merci d'être là. La créativité, c'est un sujet qui est très vaste en réalité. Alors, vous avez tous les deux écrit des ouvrages pour en parler, justement. Alors, Isabelle Capron-Piozzo, La créativité en éducation et formation, je ne sais pas si ça s'affichera à l'écran, mais en tout cas, un livre absolument remarquable, extrêmement riche d'enseignements que vous avez dirigé avec d'autres co-auteurs. Et puis Étienne Bressou, Le nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre. Et bien entendu, dans ce mieux apprendre, il y a la question de la créativité, de développer sa créativité. Alors vous êtes tous les deux tournés vers la formation et vous intéressez aux manières de la rendre plus stimulante. En développant donc à la fois la créativité intrinsèque, celle qui émane de l'individu, mais aussi en s'aidant de méthodes comme le nudge qui vont orienter nos comportements d'une certaine manière pour développer plus facilement nos compétences. Alors, la première question que j'ai envie de poser donc à Isabelle, c'est, vous m'avez dit, je rêve de créer l'école qui n'existe pas encore. Est-ce que vous pourriez arriver à la résumer, cette école? Ça serait quoi, en fait? Alors, cette école,
déjà peut-être même, elle amènerait à revisiter le concept de l'école. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de classes flexibles, mais je pense que demain, on devra également réfléchir sur qu'est-ce que l'école flexible et avoir une réflexion sur l'environnement. Mais cet environnement ne sera pas suffisant. Il y aura toute une refonte, hein, si vous me permettez de rêver, du système, un changement sociétal où on va repenser l'éducation, de l'enseignement-apprentissage jusqu'à l'évaluation, peut-être en ayant des formes alternatives beaucoup plus valorisantes et qui accentueront beaucoup plus sur le processus que sur le produit final, en mettant en évidence justement peut-être d'autres capacités et pas uniquement les capacités cognitives. Une école aussi peut-être un peu plus digitalisée, avec une forme éthique et de responsabilisation qu'on mettra derrière l'utilisation de la digitalisation. Et puis un espace où l'élève aura la possibilité d'explorer des possibles dans un cadre sécurisé qui restera justement garanti par le contexte et par l'enseignante ou l'enseignant. Merci. Alors, Étienne Bressou, vous avez écrit Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, former et se former avec les sciences comportementales. Même question, rapidement, pour vous, si vous aviez une baguette magique, vous créez l'école du futur ou l'école d'aujourd'hui d'ailleurs, elle serait comment cette école? Qu'est-ce qu'elle aurait de particulier? Le point sur lequel j'insisterai pour cette école magique, c'est une école qui développe le talent de chacun et qui prend en compte la diversité et la multiplicité des intelligences et des talents des enfants. Et puisque mon livre porte sur les sciences comportementales, il y a énormément d'expérimentations qui sont faites dans le cadre éducatif, et ce sont aussi des sciences de l'éducation qui sont absolument passionnantes. Et une expérimentation qui a été réalisée et qui en fait démontre que quand vous avez des enfants dans une école et que vous leur demandez de résoudre un problème, à 3 ans, ils sont capables de trouver une trentaine de solutions. Alors les plus folles, qui ne marchent pas, mais c'est aussi ça la créativité, c'est d'aller vers plein de choses nouvelles parce qu'ils ont tous des talents et ils ont tous une intelligence qui leur permet de trouver plein de choses. Quand vous reprenez ces mêmes enfants quelques années plus tard, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, plus vous avancez et plus le nombre de solutions que les enfants vont trouver vont être faibles. Parce qu'effectivement, l'école ne va pas favoriser cette créativité telle qu'elle est. Alors, je parle d'une école qui est aussi en train d'évoluer, et c'est tant mieux, pour aller au maximum vers ça. Donc, l'école idéale, c'est celle qui aide les enfants à développer leur propre talent. Alors, j'ai une question pour Isabelle et puis une pour Étienne. Pour entrer dans le concret du sujet, si je puis dire. La créativité, Isabelle, vous dites que c'est du cognitif, du conatif, de l'émotionnel et de l'environnement. Est-ce qu'on peut revoir très rapidement ces 4 aspects qui donc sont un peu la recette magique de la créativité? La recette magique, je ne sais pas, mais en tout cas, des facteurs qui vont permettre de booster la créativité. Effectivement, plus ces facteurs seront présents, plus on offrira des conditions à l'élève pour qu'il soit créatif. Donc, c'est le modèle de l'approche multivariée qui a été développé par Hubert, qui nous dit qu'effectivement, dans la créativité, on doit pouvoir réunir des facteurs cognitifs au niveau donc de la pensée, c'est-à-dire la capacité à ouvrir des idées, à explorer des chemins difficiles parfois, mais pour converger vers une solution. On doit pouvoir offrir aussi un cadre challengeant, c'est le niveau conatif, où on va sortir progressivement l'élève de sa zone de confort pour lui permettre de prendre des risques et d'essayer de se dépasser. Nous avons également les facteurs émotionnels, donc avec l'idée de pouvoir vivre un certain nombre d'émotions pendant ces expériences créatives qui vont renforcer justement les apprentissages. Et enfin, le facteur environnemental. Quelles sont les conditions que l'espace m'offre pour pouvoir justement offrir des dispositifs alternatifs? Merci. Alors Étienne, il y a quelque chose qui arrive, dont on parle de plus en plus, c'est le nudge. Et le nudge dans la formation qui est votre sujet. Alors, qu'est-ce que le nudge, déjà, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Alors déjà, pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière ce mot anglais, je vais le traduire en français. Un nudge, si je le traduis en français, c'est un coup de pouce.
Et l'idée du nudge, c'est de designer l'environnement de choix des individus pour les aider à atteindre leurs propres objectifs et pour aller vers un comportement vers lequel ils souhaitent aller. Si je prends l'exemple de la formation, je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que le monde évolue plutôt pas mal. On sait tous qu'on a besoin de se former pour pouvoir répondre à ces évolutions du monde. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on va le faire. Et on peut avoir besoin de coups de pouce pour nous aider à aller nous former à un certain nombre de choses. Et c'est là que potentiellement le nudge, mais le nudge à côté d'autres techniques, le nudge n'est qu'un des leviers du changement de comportement par rapport à d'autres, le nudge va pouvoir aider les gens à s'inscrire à des formations, le nudge va pouvoir aider les gens à bien suivre, à se former, à s'engager dans la formation, et puis le nudge va pouvoir aider les gens à mettre en application ce qu'ils auront appris à l'intérieur de l'information, de la formation. Est-ce que ça veut dire que, parce que, alors, ça fait, on va dire, assez longtemps qu'on se pose la question, enfin que des spécialistes se sont posés la question de comment encourager, stimuler les enfants à développer leurs compétences, leurs capacités, leurs potentialités. Et je pense à Montessori, à Freinet, à Steiner, etc. Qu'est-ce que le nudge, en quoi le nudge se différencie de ces approches-là, et en quoi le nudge peut être à avoir avec les neurosciences, l'économie comportementale, enfin des sujets qui sont assez récents, nouveaux aussi dans l'histoire. Le nudge, il va essentiellement s'axer sur la logique d'environnement. Je vais créer les facteurs environnementaux, que ce soit d'ailleurs des facteurs d'environnement physique ou que ce soit des facteurs d'environnement social. On prenait tout à l'heure l'exemple de la créativité et Isabelle terminait sur l'environnement et le contexte. Il y a effectivement un certain nombre d'expérimentations qui démontrent que si vous plongez des gens dans la nature pendant un certain nombre de temps et que vous leur enlevez leur téléphone portable et qu'après vous leur demandez d'aller faire des tâches créatives, ils vont être 50% de plus créatifs que des gens que vous avez laissés dans un environnement normal parce qu'ils n'auront pas pris le temps d'avoir ce recul. Donc voilà un exemple de nudge et de comment j'organise le contexte des individus pour qu'ils soient plus créatifs. Mais ça peut être pour des tas d'autres choses. Après, ça, le nudge va s'attacher au contexte. Le nudge, ça vient d'où ? Ça vient des sciences comportementales. Et j'aime bien employer le mot sciences comportementales parce qu'il regroupe pour moi plein de sciences. Il va regrouper les neurosciences, il va regrouper la psychologie sociale, les sciences de l'éducation en partie sur un certain nombre de choses. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est comment la science va nous aider à faire mieux pour pouvoir former les gens, que ce soit les adultes ou que ce soit les enfants. Et c'est en ça que le nudge s'inscrit à l'intérieur d'un champ beaucoup plus large que sont les sciences comportementales, les behavioral science qui sont sur mon hashtag de Twitter. C'est en ça que le nudge va dans les sciences comportementales de manière large et va venir compléter un arsenal de tas de sciences qui existent déjà. Et j'ai envie de vous dire, moi, j'ai pas de chapelle. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si les solutions, elles viennent de la psychologie, des sciences de l'éducation, des neurosciences. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve des solutions. Alors Isabelle, cette question donc centrale de l'environnement dans lequel on place les apprenants, c'est la question aussi du numérique qui est en train de bouleverser un peu tous les codes, et la digitalisation notamment de la créativité. Vous me parliez l'autre jour de Michel Serres, Petite Poussette, qui aujourd'hui a le monde dans sa poche et qui donc n'a plus de problème d'accès au savoir. La question, c'est quoi faire du savoir, et ça bouleverse complètement la situation même de l'enseignant. L'enseignant change de statut, change de rôle. Comment vous abordez cette question-là ? Je pense quand même que, comme pour la créativité, il y a un accompagnement et une éducation justement à cette utilisation du numérique. On peut se perdre dans le numérique, à glaner un certain nombre d'informations et à explorer trop de possibles sans arriver justement à converger vers l'idée que l'on recherche. Donc, c'est pour ça que ça reste important toujours d'avoir des balises, d'avoir un cadre, d'avoir quelques contraintes qui permettent justement à l'élève de s'ouvrir à ce possible tout en convergeant derrière. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on parte sur une école inversée qui prendrait complètement la divergence en oubliant justement la convergence. Parce que l'un va avec l'autre dans le processus créatif. Il y a des enjeux aussi, et puis à l'heure actuelle, au niveau des recherches que je mène avec
notamment un collègue qui est également à l'HESSO, Stéphane Bongros, on est en train de réfléchir aussi sur le potentiel de la digitalisation du brainstorming et de poursuivre ces recherches en se disant à partir du moment où le post-it devient virtuel, qu'est-ce que ça change au niveau cognitif, au niveau conatif, émotionnel, voire environnemental. Alors, c'est dans une phase exploratoire que nous avançons dans ce projet, mais je pense aussi qu'on va être amené, nous aussi, même si je défends le post-it, à réfléchir justement sur comment accompagner les enseignants dans cet environnement numérique pour trouver les solutions les plus adaptées, effectivement, pour les élèves d'aujourd'hui. Étienne, une réaction aux propos d'Isabelle. L'autre jour, vous me parliez aussi de l'importance de la classe inversée. Comment... Oui, alors moi, ce que j'aime beaucoup dans la logique numérique, c'est de vraiment l'utiliser comme un outil au service de la pédagogie. Et vous citiez tout à l'heure des courants pédagogiques, Montessori ou autres. La classe inversée en est effectivement un qui s'est, je trouve, beaucoup développé avec Salman Khan et la Khan Academy à l'époque, un ouvrage de Salman Khan qui est absolument fabuleux à lire et que je conseille à tout le monde sur la manière dont il a mis ça en œuvre. Qui a quand même dit que l'école tuait la créativité. En rejoignant Sir Ken Robinson et un autre livre fabuleux qui s'appelle L'élément sur cette logique de créativité que je conseille aussi à tout le monde parce que je trouve que ce sont des livres très inspirants. Donc oui, moi la classe inversée, je trouve qu'il y a des choses fabuleuses et alors je ne sais pas si c'est en ce sens-là qu'Isabelle parlait de convergence, mais en tout cas je suis assez d'accord avec le fait que on va pouvoir aller glaner un certain nombre d'informations. Et pour moi, le rôle de l'enseignant, c'est justement d'aider les enfants, d'aider les adultes, si on est dans des formations professionnelles, à utiliser l'ensemble des enseignements et de la connaissance qui est disponible absolument partout. Et j'ai plus envie de voir le prof comme étant un coach qui permet d'utiliser ses savoirs et donc de faire converger et donc de faire utiliser l'ensemble de ses savoirs, plutôt que comme quelqu'un qui va effectivement descendre l'ensemble des savoirs dans la classe. Oui, alors, et Isabelle avait une formule que j'ai bien aimée qui disait finalement il faut que l'environnement permette de développer au maximum la créativité. La créativité, c'est de la divergence. Et finalement, le prof, son rôle, c'est peut-être d'amener de la convergence. Mais pour y arriver, il faut que, je vous cite Isabelle, vous disiez, il faut que l'enseignant doit savoir lâcher prise. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça ? Oui, alors c'est une réflexion que je mène avec un groupe de chercheuses depuis quelques temps maintenant. On s'est intéressé justement, de manière un peu naïve au début dans des discussions, et puis on commence à lui donner une forme actuellement plus par rapport à nos recherches. Et puis on s'est aperçu que dans les modèles à l'heure actuelle de la créativité, notamment dans le modèle de l'approche multivariée, il y avait une variable qu'on utilisait de manière spontanée dans nos discours, mais qui ne faisait pas partie justement de la littérature, en tout cas pas de cette littérature, et qui est le lâcher-prise. Et on a commencé à réfléchir en se disant, mais si on regarde le processus créatif, à quel moment le lâcher-prise intervient et quel type de variable c'est? Est-ce que ça va être une variable à un moment émotionnel ou une variable conative? Alors, je n'ai pas de réponse encore à ce stade parce que c'est vraiment un work in progress et on réfléchit justement en se disant, ce sur quoi on est arrivé, c'est de se dire, quand je suis dans un processus créatif, je suis amenée donc à sortir de ma zone de confort. Et ça, la littérature l'a montré. Mais pour sortir de cette zone de confort, il y a un moment, il faut que je lâche prise. Il faut que je lâche prise sur ce que je sais, sur le connu, sur le contexte, sur le fait que ce qui va se produire m'échappe à un moment. Et c'est à partir du moment où j'ai ce lâcher prise que je peux prendre mes risques et avancer. Mais ce sont des hypothèses qu'on est en train de tester au niveau des recherches, mais je crois qu'il y a quand même un nouveau concept dans les modèles à introduire et à creuser pour mieux saisir le phénomène qui se produit. Lâcher prise, c'est aussi bouger quand tout bouge autour, pour reprendre la formule de Virginia Woolf. C'est être mobile dans le mobile, c'est le capitaine Nemo dans son sous-marin. Donc c'est apprendre à se mouvoir dans la complexité. Et finalement, ça nous renvoie à une chose qui est que nous sommes notre propre frein au changement. Et le nudge, là, peut favoriser ça. De quelle manière ?
Alors, il peut le favoriser par ce que j'appelle l'auto-nudge, c'est-à-dire l'application du nudge sur soi-même à un certain nombre de choses qu'on doit faire. Alors, ce n'est pas forcément nécessairement que dans des logiques de créativité ou de lâcher prise à proprement parler, mais un auto-nudge qui fonctionne très très bien pour la formation, c'est mettez la télécommande de votre téléviseur dans le bureau, dans une pièce à côté, et mettez un livre sur votre canapé. Parce que comme ça, le soir, potentiellement, ce qu'on appelle la règle des 20 secondes, le soir, potentiellement, plutôt que de prendre facilement la télécommande pour allumer la télé, bah, vous prendrez facilement le livre pour pouvoir le lire. Donc il y a comme ça plein de petites techniques qu'on peut s'appliquer à soi-même. Hein, et c'est là que dans mon livre, il y a le nudge, il a deux volets. Il a en tant que formateur ce que je peux faire pour les autres, pour les rendre plus efficaces. Et puis bah, en tant que formé, ce que je peux faire pour moi, pour changer mes habitudes. Et on sait que changer ses habitudes et changer ses manières de faire, c'est quand même la chose la plus difficile. Hein. Et effectivement, on le voit bien dans votre livre Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre. Du coup, je le rappelle, Étienne Bressou, il y a tout est nudge finalement. Il y a même le temps de lecture au début de chaque chapitre, chaque article. Il y a des petits jeux. Le temps de lecture déjà est très variable. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 60 minutes. Vous avez été très loin pour incarner vraiment ces coups de pouce. À partir du moment où je prône une pédagogie un peu différente et qui, comme vous l'aurez remarqué dans les premiers chapitres, justement, s'appuie aussi sur des Montessori, sur de la classe inversée, et s'appuie sur tout ça, hein, qui pour moi est parfaitement complémentaire. J'ai eu quand même une petite idée en tête qui est de faire un livre un peu différent aussi. Parce que si je prône une pédagogie différente, j'ai envie que ça se ressente à l'intérieur du livre et qu'il y ait une congruence entre ce que je raconte et ce que je fais. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le livre, comme vous le dites, j'ai des temps de lecture parce que comme ça, si vous avez 10 minutes, vous avez 10 minutes, vous pouvez lire ce chapitre. J'explique aussi qu'on peut lire les chapitres dans l'ordre qu'on veut, parce qu'on n'est pas obligé de lire un livre de manière systématique, toujours dans le même ordre. J'ai un certain nombre de quiz, parce que je pense qu'on apprend beaucoup et on retient beaucoup avec les quiz. Et quand je veux être sûr qu'un lecteur comprend quelque chose, en fait, je fais un petit quiz comme ça, j'attire son attention sur ce point-là. Pour lui, c'est ludique, il ne s'en rend même pas forcément compte à proprement parler, mais par contre, il va retenir l'idée. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir Adrien Liard qui a accepté de se prêter au jeu, d'illustrer mon livre. Et tout de suite, quand vous mettez des sketch notes et des dessins de la qualité de ceux d'Adrien, forcément, ça aide. Oui, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le nombre de pages cornées et le nombre d'annotations. Et là, j'ai pris l'exemplaire de Nils. Donc le nudge peut aider à accéder à des connaissances et les ancrer. Mais sur la question de la créativité, j'ai envie de vous poser peut-être une question d'ailleurs à tous les deux. C'est aujourd'hui, on est dans une société où il y a une injonction à être agile et créatif, que ce soit dans les entreprises, partout. L'agilité, on voit à peu près ce que c'est avec les nouveaux outils, les logiciels, des méthodes, etc. La créativité, on rentre dans un concept beaucoup plus flou et néanmoins, qui, je le répète, est une injonction aujourd'hui assez forte. Qui s'explique par la transformation de plus en plus rapide des métiers, l'évolution, la coévolution avec les intelligences artificielles. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Mais donc, il y a cette injonction à la créativité. Et donc, il y a des méthodes nouvelles qui arrivent, et notamment le nudge, qui pour accompagner les individus dans leur autonomisation, leur créativité, etc. Mais face à un DRH qui va poser la question de dire, moi... ça m'intéresse d'intégrer ces formations pour mes salariés, mais j'ai la question qui se pose qui est celle de l'évaluation. Et moi, j'ai une question un peu, je ne sais pas si on peut y répondre ou pas, ou comment on peut y répondre, qui est celle vraiment de l'évaluation, de la montée en compétences en termes de créativité. Est-ce que c'est possible, tout simplement? Est-ce que c'est quelque chose qui est quantifiable, la créativité? Isabelle, peut-être vous voulez répondre d'abord sur ce point? Ou vous voulez que je le fasse? Alors, je veux bien commencer à répondre. Hein. Donc, est-ce que c'est quantifiable? Oui, bien sûr. Il existe effectivement des tests psychométriques qui permettent de suivre justement l'évolution du potentiel créatif et de mesurer justement l'impact de certains dispositifs. Après, là, c'est ma casquette de pédagogue, hein, pas uniquement de chercheuse, qui veut dire, enfin, qui a envie de dire attention quand même. Attention aux dérives de l'évaluation du potentiel créatif. Il ne faudrait pas qu'on revienne à une école où on allait évaluer le coefficient intellectuel. On aurait l'impression d'une avancée qui serait en fin de compte un retour en arrière. Donc,
je resterai prudente sur l'utilisation effectivement de ces outils. Alors à l'école, sans un accompagnement avec une équipe de recherche effectivement et une co-construction avec les enseignants. Et dans le monde de l'entreprise également, puisque en tant que pédagogue tournée vers l'apprenance, hein, sur lequel j'ai créé le néologisme de créativant, au développement de la créativité tout au long de la vie. Donc on peut entrer dans une entreprise sans forcément avoir développé ses capacités parce que l'environnement ne nous a pas amenés. Et pourquoi je travaille justement sur le leadership transformationnel, c'est parce que j'accompagne aussi mes collègues dans le développement de leur créativité. Donc je les prends où ils sont, avec des compétences effectivement qui sont un peu plus facilement observables en termes de recrutement, pour les accompagner aussi dans le développement de leur créativité. Voilà. Je peux compléter en disant qu'au-delà des échelles psychométriques qui peuvent exister, il y a aussi des tâches qui existent pour, et c'est notamment celles qui peuvent être utilisées pour les enfants. Par exemple, la tâche de l'œuf qui va permettre de déterminer quel est le degré de créativité des individus. En gros, vous avez un œuf, il faut le faire descendre de 10 mètres jusqu'au sol sans qu'il casse. Voilà. Vous avez plein de manières de faire qui sont codifiées, qui permettent de voir un petit peu la créativité. Nous, c'est des choses qu'on utilise, ces tâches-là, notamment justement dans des logiques d'expérimentation sur lesquelles on veut voir si un facteur contextuel ou social va influencer la créativité. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir un groupe d'individus mixtes, c'est-à-dire hommes, femmes, ou avoir que des hommes ou avoir que des femmes, va favoriser ou pas la logique de créativité. Après, pour moi, ce ne sont pas des échelles qui sont utilisées aujourd'hui dans les entreprises. Ce n'est pas nécessairement pour moi, je rejoins Isabelle sur la logique de il ne faut pas qu'une tyrannie d'une métrique vienne se substituer à la tyrannie d'une autre métrique, parce que très concrètement, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir des gens, des têtes bien faites et qui, effectivement, ont du bien-être. Et c'est ça qui va apporter la performance à l'intérieur de l'entreprise. C'est que vous vous y sentiez bien et que vous puissiez faire évoluer votre potentiel plutôt que d'y être enfermé. Et effectivement, donc l'idée, c'est pas de faire du quantitatif, mais du qualitatif. Et là, on est vraiment dans une forme de personnalisation de la formation. Vous connaissez la formule d'Einstein, tout le monde a un potentiel créatif, ou tout le monde est un génie, mais demander à un poisson de monter un arbre, voilà. Donc c'est comment on fait pour que justement, comment on arrive à personnaliser de plus en plus la formation, et peut-être juste corrélé à ça, dans le contexte actuel de l'école, par exemple, l'école publique, où on voit qu'il y a une solitude très très forte des enseignants aujourd'hui dans ce système. Comment on arrive à faire bouger les lignes et à trouver des manières beaucoup plus individualisées, beaucoup plus personnalisées d'accompagner les élèves dans la formation, quoi. Peut-être Isabelle d'abord, et puis... Vous-même, est-ce que, pour dire les choses autrement, vous-même, est-ce que c'est pas un combat de tous les jours? Je pense par exemple à Céline Alvarez aussi, qui a pas mal fait parler d'elle sur cette question, qui a dû partir en Belgique pour pouvoir faire des expérimentations avec des enfants, parce qu'en France, elle ne trouvait pas sa place. Il y a quand même un vrai sujet, quoi. Bon, le proverbe, hein, nul n'est prophète dans sa patrie, hein, et parfois, effectivement, reflète bien hein, ce qui peut se produire. Je dirais que c'est pour moi un projet de carrière, c'est un projet de toute une vie, ça habite aussi sur le plan plus personnel. Donc oui, il y a un enjeu, je dirais, d'arriver à permettre à certains enseignants de sortir de cette solitude pour trouver aussi des conditions où ils peuvent expérimenter de nouveaux dispositifs d'enseignement-apprentissage dans un contexte bien précis. La difficulté étant parfois des contraintes effectivement auxquelles ils sont confrontés par rapport aux collègues, par rapport aux directions, par rapport aux injonctions. Et c'est peut-être dans cette agilité, dans cette souplesse du système qu'on devrait tendre. Je parlais vraiment d'un projet de société. Pour moi, il y a une transformation sociétale à effectuer. Et cette transformation, elle passe aussi par une réflexion à un moment politique sur quelle est l'école dont on rêve pour nos enfants. Étienne, le nudge est-il un moyen d'aller plus facilement sur cette
personnalisation de la formation et de l'individualisation. Alors, je vais élargir. Les sciences comportementales, oui. Le nudge reste un outil, un petit outil par rapport à l'ensemble de la palette de ce que les sciences comportementales doivent permettre de faire. Et là, moi, j'ai une note d'optimisme quand même sur un certain nombre de choses qui sont faites. Et je pense notamment à François Tadei avec le CRI, je pense à des associations comme La Main à la Pâte. Enfin, il y a aujourd'hui quand même plein de signaux et plein de choses qui sont envoyées qui montre que l'école veut bouger. Après, si on revient à la logique des enseignants, moi, ma philosophie, c'est de dire que les enseignants sont des gens absolument fabuleux, mais qui sont dans un système. Et en fait, je pense que plus on va leur laisser la main et la possibilité d'ouvrir, plus ils vont faire, parce que globalement, les enseignants sont pleins de bonne volonté, ils ont plein de choses à faire, et ils sont très heureux. J'ai été moi-même enseignant pendant 10 ans à l'université, et une des choses qui a motivé ce livre-là, c'est que la formation que j'ai reçue pour être enseignant, elle est proche de zéro. J'ai un souvenir de cours en IUFM sur lequel on m'a expliqué pendant une demi-heure qu'avec un rétroprojecteur et un transparent, et je ne suis pas si vieux que ça, avec un rétroprojecteur et un transparent, si je recule le rétroprojecteur, la focale s'agrandit et donc l'image sera plus grande à l'écran. Voilà. C'est ça qu'on m'a appris dans un IUFM. C'est pas ça que j'avais envie d'apprendre. Donc je suis arrivé devant des étudiants avec mon vécu à moi et absolument aucune formation. C'est-à-dire que j'étais prof d'université avec énormément de savoir sur des sciences dans lesquelles j'avais passé un doctorat, absolument aucun savoir sur des logiques de pédagogie. Donc il y a peut-être aussi déjà quelque chose à faire à cet endroit-là, parce que les profs sont, à mon avis, sacrément ouverts. Et si j'ai écrit mon livre, c'est parce que plus je suis devenu spécialiste des sciences comportementales quand j'ai quitté l'éducation, plus je me suis dit, mais en fait, plus jamais je pourrais enseigner comme je le faisais avant. C'est pas possible. Et le transparent, alors ça, on n'a pas le temps évidemment de revenir sur c'était quoi un à l'époque transparent le transparent. Mais c'était ça l'innovation à l'époque. Et c'est vrai que vous n'êtes pas si vieux, donc c'est juste aberrant d'avoir appris ça. Merci. Oui, vous avez cité le formidable François Tadei, qui a participé à plusieurs rendez-vous des futurs, et notamment pour parler des saventuriers, enfin plein de choses qu'il a mis en place qui sont fantastiques. Et qui a d'ailleurs une très jolie formule. Il dit aujourd'hui, le problème, c'est pas de créer, c'est de créer des nouvelles manières de créer. Ça, c'est vraiment le nouveau paradigme, mais qu'on peut appliquer, je crois, à peu près à toute la société. Une toute dernière question, Nils. Une dernière question. Alors peut-être un tout petit peu, comment dire, provocatrice, mais parce qu'elle est d'actualité. Je constate que depuis quelques semaines, on entend de plus en plus parler du nudge dans les médias et que certains journalistes nous alerte, je ne sais pas si c'est le bon mot, sur le fait qu'il pourrait être utilisé, y compris au plus haut sommet de l'État, pour inciter les gens à avoir certains types de comportements, notamment dans le cadre du vaccin anti-Covid, etc. Bon, vous avez dû voir un peu circuler tous ces articles autour du nudge. Ça risque de ne pas lui donner une très bonne image. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Moi, je réagis plutôt très bien. C'est-à-dire que d'abord, en fait, je pense sincèrement que le nudge, bien utilisé, et là, on peut poser la question des débats sur la manipulation, l'éthique, etc., que je ne voudrais pas bâcler en 2 secondes, parce que c'est un vrai débat. Et il y a effectivement un vrai sujet autour de ça. Mais quand le nudge est utilisé et dans la définition du nudge, c'est changer l'environnement des gens pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Donc, si vous respectez ça, vous êtes dans une logique éthique. Et moi, je n'ai pas de souci à l'utilisation du nudge pour inciter les gens à aller se faire vacciner. On peut même se poser la question, est-ce qu'une loi qui dirait tout le monde doit se faire vacciner va pas être plus contraignante que le nudge qui va essayer de vous inciter à y aller par vous-même. Voilà. Donc pour moi, la question du nudge à l'intérieur des politiques publiques, c'est légitime qu'elle fasse parler, et c'est tant mieux qu'elle fasse parler, parce qu'il y a des tas de vraies questions à se poser sur la manière dont tu l'utilises. Mais si j'ai créé, vous citiez Nudge France dans mon petit hashtag, Nudge France, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation du nudge à l'intérieur des politiques publiques, pour une raison très simple, c'est que quand on prend en compte la manière dont les vrais gens, les vrais citoyens, enfin les citoyens fonctionnent et prennent leurs décisions, et qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas de pondre une loi pour que les gens changent de comportement, si on commence à intégrer ça dans les politiques publiques, les politiques publiques sont plus efficaces. Et moi, en tant que cititoyen, si les politiques publiques sont plus efficaces, que ce soit pour l'éducation ou tout autre sujet, je suis plutôt content. Alors juste, ce sera, je m'octroie un petit peu le mot de la fin finalement, juste un petit rebond, Étienne Bressou, à Bordeaux.
la mairie de Bordeaux lance ce qu'ils appellent l'urbanisme pragmatique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, pour changer les plans de circulation, ils le décident au début d'une manière descendante en disant on va changer, on va rendre à sens unique, enfin bref, on va changer un peu le plan. On fait ça 6 mois, vous pouvez réagir, donner vos avis, commenter, on fait des points d'étape et à la fin, on dit si on garde ou si on ne garde pas. Est-ce que c'est du nudge ça? C'est une forme de nudge? Alors, ce n'est pas du nudge à proprement parler. Par contre, moi, ce que j'adore dans ce genre de choses, c'est que c'est de l'expérimentation. Ouais. Et l'expérimentation, qu'elle soit pour les politiques, c'est quand même assez nouveau de mettre l'expérimentation dans les politiques publiques. On expérimente, par exemple, 80 km/h, on voit ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, on continue ou on ne continue pas. Est-ce que c'est pas mieux qu'une décision bureaucratique? Il y a des sujets politiques autour après, je suis d'accord. Non, mais est-ce que ce n'est pas une fabrique du renoncement par défaut aussi? Parce qu'au bout de 6 mois, 1 an, on se dit, bon, bah ok, on y est passé. Ah bah ça dépend. C'est la manière dont les politiques peuvent potentiellement utiliser ce genre de choses ou ne pas utiliser ce genre de choses. Mais il y a des régions qui ont fait marche arrière sur les 80 km/h. Donc très concrètement, pour moi, tant qu'on peut expérimenter, en fait, on peut avoir plein de bonnes idées. Tant qu'on ne les a pas testées, on ne sait pas si elles marchent bien. Et tous les modèles économiques, ils sont absolument géniaux, tous les modèles mathématiques ou autres, ils permettent de faire des tas de chiffres, mais ils ne permettent pas de prendre en compte la réalité de l'être humain. Et c'est ça, les sciences comportementales. La seule chose qui permet vraiment de prendre en compte la réalité de l'être humain et de définir ce qu'on appelle un lien de causalité, c'est-à-dire je change un facteur et je regarde ce que ça donne sur une autre variable, c'est l'expérimentation. Donc pour moi, plus on va expérimenter, plus on est dans une voie qui est intéressante et aussi pour l'éducation. Et ça peut permettre effectivement de dépasser quelques filtres qu'on peut avoir forcément et dans lesquels on peut être cloisonné. Si on nous dit demain on est tous à 70 km/h, on dit non. Alors que si on sait qu'on doit expérimenter, c'est qu'une expérimentation, c'est un temps donné. Après, ça, c'est aussi effectivement le fait d'impliquer les gens dans la décision qui aide quand même. On sait très bien que si on veut favoriser un changement, il faut impliquer les gens dans la décision vers laquelle on va plutôt que de l'imposer de manière descendante. Ce qui a une corollaire aussi, et peut-être Isabelle peut réagir là-dessus, c'est développer l'esprit critique. Parce qu'accompagner les gens dans le fait d'atteindre leurs objectifs, c'est aussi... ça marche si on développe aussi leur esprit critique. Et un dernier mot, du coup, Isabelle Capron-Pozzo. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin pour le coup. Alors, j'aimerais envisager la situation de manière différente. Au lieu d'être dans l'expérience, in fine, peut-être aussi on peut se dire, et si on était dans un processus de co-création avec l'ensemble des parties prenantes. J'ai un projet, et si j'essayais de co-construire en m'appuyant sur la pensée collective pour arriver à un projet nouveau et innovant qui pourrait en tout cas nous fédérer. Alors, ça n'exclut pas forcément l'expérimentation derrière, l'un ne va peut-être pas sans l'autre, mais le processus même est différent entre celui d'arriver une idée top-down et celui de se dire je prends l'intégralité des acteurs et des actrices qui vont utiliser peut-être quelque chose de nouveau, qui vont participer à une modification de l'environnement pour pouvoir le créer avec eux. Et là, je pense qu'on sera vraiment dans un changement de paradigme et une approche complètement différente. Merci beaucoup, Niels. Je vous laisse remercier vos invités. Merci infiniment et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui nous écoutent, de lire vos livres. Alors, la créativité en éducation et formation aux éditions Debec et Isabelle Capron-Pozzo, sous la direction d'Isabelle Capron-Pozzo. Alors, moi, à chaque fois, c'est ma preuve, quoi. Ça, c'est les bouquins de Niels, ils sont imprêtables. Du coup, c'est pas forcément développement durable parce que on en achète chacun un. Mais c'est fascinant de voir tout ce stabilo, toutes ces annotations. Dans les 2 livres d'ailleurs, votre livre d'Étienne Bressou également, Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, avec effectivement des illustrations fabuleuses d'Adrien Liard aux éditions Pearson. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté le jeu de cette émission au format assez particulier. Merci beaucoup Isabelle Capron-Pozzo. Merci à nos coproducteurs JD Carré, Triple C, Le Cube. Retrouvez cette émission en vidéo et sur toutes les plateformes podcast audio. Et comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement. À tout de suite sur les réseaux.